Formez les rangs, vermine! Formez les rangs! Les hallebardiers devant et les archers derrière! Salut la commu. Alors aujourd'hui on va parler un peu du tir dans MESBG. Alors que je vous rassure tout de suite, on va pas spécialement parler des armées de tir létales, ceux qui vont vraiment être là pour tuer votre adversaire. Il y en a vraiment très très peu dans le jeu et c'est très spécialisé. Ça n'a pas grand intérêt en plus d'analyser, à part vous dire vous bougez pour avoir quelques lignes de vue, vous faites piou-piou et vous espérez avoir des bons jets pour tuer votre adversaire. C'est ce qu'on retrouve avec par exemple la Légion légendaire des assauts du gouffre de Helm avec 3 ou 4 balistes. C'est un peu une liste de teubés où on va prendre des arbalétriers qui bougent pas, on va prendre des bombes histoire que quand votre adversaire arrive, et ben ce qui reste, on les tue à la bombe, et on va prendre des balises pour tuer à peu près tout le reste. Donc en fait, c'est un peu un truc de teubé, on va pas bouger avec nos arbas, on va faire piou-piou, on va faire piou-piou avec nos balistes, on va être content. Bon voilà, sachant que je l'ai joué en plus une fois un tournoi pour l'équipe, je peux vous dire que c'est une liste de teubé où on fait pas grand chose, où on n'a pas besoin de grande réflexion. C'est très bien qu'elle soit ban dans beaucoup de tournois français et internationaux. Donc c'est une liste qui apporte pas beaucoup de jeux, mais sachez que ça existe aussi des listes full tir qui sont là juste pour tirer et faire des trucs de teubé. Donc voilà, ça c'est la petite aparté. La chose est dit sur les listes full tir un peu teubé, comme celle-ci. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va rentrer directement dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le tir dans MESBG. Alors moi, je suis un joueur qui aime beaucoup le tir dans MESBG parce que ça permet une chose, quand vous avez la domination du tir, vous rythmez toute la phase d'approche, en fait. C'est vous qui dictez où va être fait les combats. Sachant que vous avez la plus grande puissance de feu, si en fait on fait juste des phases de tir bêtes et méchants, normalement c'est vous qui devrez la gagner parce que vous avez une puissance de feu supérieure. C'est assez simple, hein. Vous avez 15 archers, l'autre il en a 2, vous vous doutez bien qu'avec 15 dés vous allez faire plus de kills que l'autre il en a 2. Voilà, c'est pas très dur à comprendre, mais c'est une notion qui va être super importante à comprendre tout au long de notre analyse du tir. Alors il faut savoir que ça va être nuancé un petit peu quand on verra les statistiques, mais pour l'instant on va juste se baser sur le fait que si vous estimez que vous avez une plus grosse force de feu, et ben on peut y aller là-dessus. Voilà. Alors c'est parti. Alors généralement dans les armées de tir au niveau, donc là on va parler uniquement des figurines archers, on va pas prendre en compte pour l'instant les héros. Et ben en fait on a 3 catégories de gens qui jouent les archers. On a la première qui est la plus simple, c'est ils vont jouer entre 0 et 4-5 uniquement pour prendre les objectifs. Donc en fait on va jouer peu d'archers, on va en jouer juste quelques-uns pour les mettre à l'arrière, ils vont tenir les objectifs, ils vont faire quelques tirs le temps que les troupes avancent, mais vraiment leur but principal c'est de tenir un objectif. On leur met un arc histoire de dire ok, t'as un arc, au moins tu feras quelque chose quand tu tiendras l'objectif, mais leur objectif, leur mission primordiale et leur mission principale, ça va être juste de tenir l'objectif au fond, et on leur met un petit arc pour que s'il y a un mec qui dévie un peu trop de la trajectoire des phalanges, des combats et qui arrive à faire le tour, il puisse lui mettre sa petite flèche au cas où et puis se battre au corps à corps. Voilà, en gros, et défendre son objectif. En gros, c'est leur rôle, et là, c'est pas très compliqué à comprendre. On a une force de tir qui est très faible, voire nulle. Donc du coup, là, si on va même pas réfléchir, et c'est à nous d'aller à notre adversaire, parce que dans tous les cas, on va perdre ce duel de tir. On va avoir une deuxième catégorie de joueurs, c'est ceux qui vont viser les 33% de tir. Donc en fait, ceux qui vont viser les 33% de tir, c'est qu'ils pensent qu'ils vont avoir une chance de dominer la phase de tir. L'avantage de dominer la phase de tir, donc par exemple une armée qui va être horde serpent en pur, qui va avoir une vingtaine d'archers, qui va être relançable par le traître avec donc son passif, ça va nous donner vraiment une armée qui va avoir 20 tirs qui touchent à 4+, quand ils n'ont pas bougé, avec force 2 relançable. C'est vraiment une impact de tir qui est suffisamment forte pour mettre une pression à notre adversaire et donc le forcer de réduire cette pression en venant au contact. S'il ne vient pas au contact, en fait il va juste perdre des gars jusqu'à un moment où vous dites ok, j'ai fait suffisamment de pertes pour aller au corps à corps et avancer à rentrer au contact de votre adversaire. Donc là, si on est dans un optique de partie fun avec un allié, on n'a pas de contrainte de temps, et du coup, la partie, elle peut même se finir juste avec votre duel de tir parce que vous avez une trop grande force de tir. Si par contre, vous êtes en tournoi et qu'il y a ou en partie amicale, mais qu'il y a une contrainte de temps
pour gagner la partie. Soit votre tir est suffisamment impactant pour gagner la partie et là vous n'avez pas besoin de bouger. Soit sinon il n'est pas assez impactant pour gagner la partie mais pour faire une égalité. Du coup vous allez faire quelques pertes au tir. Voyant que votre adversaire refuse de venir, mais en fait vous allez accélérer votre jeu en jouant un peu plus vite pour faire plus de tours. Et en faisant plus de tours, vous allez pouvoir vous rapprocher tranquillement de votre adversaire, prendre la table et les objectifs. Et au final, vous allez quand même gagner grâce à votre force de tir. Parce que votre adversaire aura refusé de jouer. Donc en fait, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on joue 33% de tir, c'est qu'on veut la domination du tir et on veut amener notre adversaire à nous. Donc en fait, on va pouvoir dire, ok, moi j'ai la domination de tir, toi tu dois réduire cette distance pour venir au contact avec mon armée, sinon ma force de tir va te tuer. Donc l'adversaire lui va venir. Nous, on sera mis en place du coup nos phalanges pour accueillir notre adversaire qui nous rentre dedans et on va pouvoir jouer en leadant le tempo toute la phase d'approche. On va pouvoir dire ok, moi là du coup, toi tu réduis la distance, t'as pas le choix, mais moi je vais pouvoir reculer si je veux un peu plus de tir, je vais pouvoir avancer si j'ai besoin d'avoir une meilleure position pour t'attendre, ou soit je vais t'attendre en ayant été en position dès mon déploiement pour que tu puisses venir et me tomber dessus. Voilà, donc ça c'est la grande force du tir. Je vais démystifier le tir ultra létal. Hormis quelques armées comme la Légion légendaire des assauts du gouffre de Helm, qu'on appelle l'ALL baliste, il y a très très peu d'armées qui vont être suffisamment létales pour vous tuer. Si on part par exemple d'une assaut flotte-lorien, donc la nouvelle Légion légendaire qui donne +1 au tir à notre armée, et en plus les gobelins n'ont pas de malus. En fait, si on prend 18 gobelins, qui est quand même beaucoup d'archers, qui ne bougent pas. En fait, si on parle de stade pur et dur, sur les 18, et ben comme ils touchent sur du 5+, il n'y en a qu'un tiers qui va réussir. Donc on va avoir 6 archers qui vont toucher. Et généralement, l'adversaire va avoir défense 6. Donc nous, avec notre force 2 ou défense 5. Avec notre force 2, on va blesser sur du 6+. Avec le +1, ça passe à 5. Donc en fait, on va faire plus un tiers de ces 6 qui vont toucher, il y en a un tiers qui vont blesser. Ça, c'est s'il n'y a aucune trajectoire ni rien. Et du coup, sur un tiers, on trouve à 2 morts. Donc en moyenne, assaut à flotte-lorien avec 18 gobelins archers, avec +1 pour blesser, ce qui correspond à peu près à force 4 pour les arcs, donc des arbalètes, vont faire 2 morts par tour. Clairement, c'est pas suffisamment létal pour plier une partie. Voilà, donc ça, et pourtant on est dans les armées qui sont les plus fortes au tir. Mais vraiment, ça va mettre une pression à son adversaire, parce que perdre 2 figurines par tour, quand votre adversaire est déjà nombreux, généralement c'est des armées nombreuses qui ont du tir, et qu'en plus de ça, ils vous mettent 2 morts par tour, ce qui va réduire le nombre pour le moment d'attaque et de combat de corps à corps. Et ben, il faut réduire le plus vite possible cette distance ou se protéger des tirs. Voilà, donc la force vraiment du tir, c'est, j'ai la domination du tir, c'est à toi de venir vers moi, et donc, je vais t'attendre à tel endroit, parce que je veux que le combat se fasse à tel endroit, parce que je pense que j'aurai l'avantage. Et la troisième façon de jouer des archers, c'est de jouer à quelque chose de hybride, quelque chose entre le petit nombre qu'on a vu et les 33%. Généralement, ça s'équivaut entre 20 et 25% de tir. Alors moi, c'est quelque chose que je ne suis pas super fan parce que c'est un peu joué à la roulette russe. Parce que soit votre adversaire va jouer le tir et dans tous les cas, c'est pas que vous ayez 9 archers ou 10 archers qui va changer quoi que ce soit. Parce que votre adversaire aura une puissance de feu bien supérieure à vous. Mais par contre, si vous jouez contre quelqu'un qui joue pas d'archer ou très peu, là vous aurez quelques archers pour faire cette domination, mais est-ce que ce sera suffisamment impactant pour justement donner ce tempo à votre adversaire et l'obliger à venir vers vous sans prendre un peu son temps pour vraiment setup bien comme il veut ses prises de fight? J'en suis pas convaincu, donc moi c'est quelque chose que je vous conseillerais pas de faire. Après, si c'est quelque chose où vous êtes à l'aise avec et que vous pensez que c'est une bonne chose, faites-le, tout est faisable dans le jeu, je n'ai pas la science infuse, mais moi je vous conseillerais pas de faire ça parce qu'en fait ça donne quelque chose de moins lisible, de plus flou, autant pour vous que pour votre adversaire, et un bon joueur s'il analyse bien votre force de tir, par exemple 10 rangers sur de la défense 6, et t'en as, ok, si tu bouges pas, donc du coup pas du tout de bouger sur tes 10, t'en as 6 qui vont toucher, et sur ces 6, tu blesses sur du 6, tu vas avoir un mort, donc un mort par tour, ce qui est pas hyper impactant. Donc est-ce qu'il pourra prendre 1 ou 2 tours supplémentaires pour vraiment bien se mettre en place et venir vous challenger bien comme il faut? C'est possible que oui. Et donc du coup, est-ce que c'est un peu quelque chose de hybride et pas forcément vraiment bien? Moi je trouve que non, mais si vous aimez bien ça, n'hésitez pas à le faire. Mais là, moi je vais pas trop rentrer dans ce détail-là parce que c'est une compo que je connais pas trop parce que je le joue pas.
Et voilà, donc ça existe, sachez que vos adversaires vont le faire. C'est un peu jouer à la roulette russe en fonction de votre adversaire à qui vous allez tomber. Et est-ce que c'est suffisamment impactant pour vraiment mettre une pression grosse à votre adversaire? Je ne sais pas. Et encore une fois, ça va dépendre de votre adversaire. Si vous jouez contre une légion d'Azog avec que des chasseurs, eh bien oui, ce sera suffisamment impactant parce qu'il a une faible défense. Mais en attendant, si vous jouez contre des nains ou si vous jouez contre de la défense 6 qui est le plus standard, et en fait, est-ce que ça va être suffisamment de tir pour être impactant? J'en suis pas convaincu. Donc voilà, donc le côté hybride, moi je suis pas fan. Faites comme vous le sentez, mais moi je suis pas ultra fan. Maintenant qu'on a compris les forces du tir, vraiment la domination du tir, c'est celui qui dicte le tempo en début de partie. Où vont se passer les combats, comment on va les prendre, etc. On va parler maintenant des équipements des archers. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un archer ne peut pas prendre de bouclier. Donc si l'armée a accès à un bouclier, en fait, les archers auront toujours un de défense de moins que le reste de l'armée, vu qu'ils n'ont pas le droit au bouclier, vu que ça leur donne -1 pour gagner les combats, et ça on préfère éviter. Et en plus, on n'a pas le bonus de +1 de défense. Donc vraiment, on oublie le bouclier sur les archers, ça, c'est fait. Le deuxième équipement mais par contre celui-là qu'on voit très très régulièrement sur les archers, c'est la lance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un archer qui a une lance va pouvoir venir soutenir, et du coup le fait de ne pas avoir le bouclier et la faible défense va moins l'handicaper vu qu'il sera en seconde ligne. L'avantage de faire ça, c'est qu'on peut avoir plus d'archers pour un moindre coût, vu qu'on paye à la fois le lancier et l'archer sur la même figurine. Mais en contrepartie, donc le fait de gagner un petit peu plus de versatilité à une figurine, une fois par exemple quand tu es du bien, que les combats sont engagés, de pouvoir venir soutenir ton allié, ça a un avantage parce qu'on se dit ok, ma figue est rentabilisée, elle est recyclée entre guillemets, mais ça a aussi des désavantages. Et ces désavantages-là, on va les voir de suite. Dans les désavantages, le premier et pour moi est le plus important, c'est que ça vous pollue l'esprit. Donc par ça, je m'entends que des fois, même très souvent, quand on joue, on a envie que nos archers soient à une position, qu'ils puissent tirer, et on a envie aussi de pouvoir se manœuvrer sur la table, prendre de la table, préparer une concave. Et donc une concave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste de se mettre en bonne position pour que quand l'adversaire va venir nous charger, on soit en bonne position de combat. Généralement, on cherche à faire une sorte de U, nos troupes en U, et que notre adversaire soit au milieu. Ça, c'est le truc le plus basique, mais vraiment, c'est ce qu'on cherche à faire en fait avec nos archers, préparer cette concave. Et le fait d'avoir des lances, en fait, ça nous obliger à nos troupes de devant de bouger au même rythme que des lanciers. Si en plus c'est nos archers, nos archers vont être en retard, nos archers vont devoir bouger pour tirer, donc avoir le malus. Et du coup, est-ce qu'ils seront toujours aussi impactants pour donner cette domination et cette pression au tir pour que notre adversaire avance? Pas forcément. Et si on bouge pas, on sera peut-être pas en bonne situation, en meilleure situation possible pour prendre le combat. Donc en fait, on arrive sur quelque chose où nous, on a des choix à faire, où on se pollue l'esprit, et c'est pas forcément ce qu'on veut, parce qu'on a énormément de choses à penser dans le jeu, et notre ressource intellectuelle et notre ressource mentale, peu importe votre niveau de jeu, elle n'est pas illimitée. On a tous des moments où on oublie des choses, où on fait des erreurs, tout le monde, peu importe le niveau. Et donc du coup, enlever cette pollution de est-ce que mon lancier je l'envoie soutenir mais du coup je perds mon tir, ou est-ce que je garde mon tir bien mais je suis pas mes lanciers, je suis en retard, etc. En fait c'est quelque chose qui est vraiment chiant à penser en partie. On a autre chose à faire en partie à penser à ça, et ça nous fait perdre du temps, ça nous pollue l'esprit qui prend de la place au lieu de penser à autre chose. Donc moi, rien que pour cette raison là, je trouve que c'est pas worth de les prendre, de le faire, mais ça après ce sera libre à chacun de penser ce qu'il veut à ce niveau-là. Le deuxième chose, c'est que, ok, vous êtes en deuxième ligne, mais vous n'avez pas de bouclier. Donc une fois que votre première ligne, elle meurt, ou que les combats commencent un peu à avoir rentré dans la troisième phase de jeu, donc la première phase, je rappelle, la phase d'approche, domination des archers. Deuxième phase de jeu, les phalanges en pur et dur qui s'impactent, c'est ce qu'on a vu la vidéo précédente, voir un peu comment ça va évoluer, etc. Et la troisième phase de jeu, c'est au moment où les phalanges sont éclatées. On va avoir des morceaux un peu à gauche à droite, ça va devenir un peu en crabe, derrière des trous à gauche à droite. En fait, ça, c'est la troisième phase. Et c'est là où vos archers lanciers vont vous être une plaie. Parce qu'en fait, au lieu d'avoir une deuxième ligne qui va être solide une fois que la première ligne sera morte, où vous aurez toujours des lances-boucliers, donc la même défense que devant, vous aurez vos archers. Et vos archers, en fait,
là le problème c'est que vous allez perdre vos lanciers plus facilement. Par exemple, si vous avez des guerriers de Dale et que vous avez mis toute votre deuxième ligne à lance et arc, et bien en fait, une fois que vous aurez perdu vos premiers rangs, et bien là vous aurez la défense 4, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans le MSBG. Une attaque défense 4, ça meurt très 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 vite. C'est quelque chose qu'on essaye d'éviter au maximum. Donc en fait, là, on perd notre première ligne, notre archer lancier, il va mourir plus facilement avec sa défense 4. Si en plus de ça, il a ralenti nos épées boucliers, notre morceau de phalange pour se mettre en position durant la phase d'approche. Donc en fait, ça nous fait quand même beaucoup de situations où notre lancier arc nous a posé défaut. Donc vraiment, moi, c'est quelque chose que je déconseille, surtout à plus bas niveau. Vraiment, une figurine, un rôle. Une figurine, un rôle. C'est ce qui est le plus simple, c'est ce qui est vraiment le plus efficace à faire. Et au moins, on se mélange pas les pinceaux quand on va jouer notre armée. Mon archer, il est là, j'en ai pris 4, et ben ils n'ont pas de lance. J'en ai pris 4, ils sont là pour tenir mes objectifs. Et ben dans les scénarios où je vais avoir des objectifs à tenir, je vais avoir 4 archers. Et sinon, si j'ai pas d'objectif à tenir, et ben ils vont pouvoir faire des petits tirs à gauche, à droite, si j'ai besoin pour contenir mes flancs. Soit ils pourront tout simplement venir prendre les figurines qui font du débordement à certains endroits par mon adversaire, et ils auront une utilité. Mais ma phalange sera toujours aussi solide, ma phalange ne dépendra pas de son mouvement en fonction de mes archers, et j'aurai pas de données en plus à rajouter dans mon analyse de partie, j'aurai pas de choix en plus à faire alors que j'en ai déjà énormément à faire. Vraiment, moi je vous conseille ça. Après, ça c'est mon conseil, mais il y a des armées comme quand on reprend la Horde Serpent qui vont sortir 25 archers. Vous vous doutez bien qu'avec du 50%, 25 archers, il nous faudra aussi des lanciers. Donc là, on n'aura pas le choix. Là, c'est vraiment un choix qui ne se fait pas. On va mettre nos archers avec des lances pour la plupart des cas. Parce qu'en fait, ils vont se recycler très bien en combattant. Mais là, on sait exactement pourquoi on les a choisis. Et c'est pas 5 lanciers qui vont être mis sur des archers elfes. Parce qu'on va avoir besoin de ces lanciers-là. Peut-être pour économiser 3 points, pour avoir 3 figurines de plus, pour avoir un archer de plus. En vrai, c'est pas forcément quelque chose qui va être hyper impactant, surtout si on en joue un petit nombre. Et comme je vous dis, le fait de le recycler en lancier, en fait, généralement, on le prend en compte dans notre phalange de base. Et du coup, ça nous fait un point plus faible, parce qu'une fois que la première ligne, elle va mourir, la deuxième ligne va mourir plus vite. Et ça nous fait aussi un choix à faire en plus lors du mouvement. Donc je sais que je me répète, mais voilà, donc ça c'est vraiment les défauts de cet équipement. Maintenant qu'on a vu la partie offensive du tir et sa domination potentielle au niveau du début de partie, on va aussi voir comment on peut la contrer. Donc la première chose et la plus évidente pour la contrer, on a quelque chose qui s'appelle la lumière aveuglante. Donc ça c'est souvent dans le bien, on a aussi une figue du mal qui le fait, mais en gros c'est de faire en sorte que les tireurs adverses touchent sur 6+. Si on reprend notre exemple qu'on a pris tout à l'heure avec les gobelins de AOL, qui est une liste avec un bonus qui nous augmente le tir en plus, et sur 18 gobelins, si on a la lumière en plus et toute notre armée dans cette lumière, on va toucher sur 6+, ce qui fait qu'on va faire 18 divisé par 6, 6 x 3, 18, donc en moyenne on aura 3 qui touchent, et on blesse sur du 5+, et sur du 5+, et là ça commence à être compliqué, parce qu'on a 3 tirs, donc on fera un 0,5 mort, donc on fera un 1, 0 et 1 mort par tour. Vraiment c'est plus que chi, donc on voit très bien que la lumière défend très très bien du tir. Donc là ça va nous permettre, donc si nous on a aussi du tir, d'avoir moins de tir et de gagner cette domination de tir, de forcer quand même notre adversaire à venir à nous, ou sinon ça va nous permettre de prendre notre temps pour avancer, ne pas claquer de la puissance, ne pas avoir une figue tambour pour nous obliger à perdre des points. Pour ça va nous permettre de pouvoir mieux prendre notre combat en prenant plus notre temps, donc c'est un gros avantage. Donc la deuxième solution, qui est une solution qui est commune à toutes les armées, c'est d'avancer plus vite. Et avancer plus vite, ça veut dire avoir un héros qui fait une marche héroïque. La marche héroïque va nous donner 3 pouces de mouvement pour l'infanterie et 5 pouces pour la cavalerie. Donc vraiment, au bout de 2 marches, on a gagné un tour d'avance. Donc quand on veut éviter de prendre des morts et aller plus vite sur notre contact de notre adversaire quand on a une grande distance à parcourir. Donc quand on reprend notre exemple de AOL, ils nous font à peu près 2 morts par tour, c'est un peu ce qu'on a considéré. S'il nous faut 3 tours pour aller à son contact, on va prendre 6 morts. Si grâce à notre marche, on prend 2 tours pour aller à contact, on va prendre 2 morts.
Voilà, donc ça c'est un peu quelque chose à prendre en compte. Donc à chaque fois quand je dis 2 morts, 6 morts, etc., c'est en moyenne. Si on faisait 500 milliards de parties, c'est à peu près en moyenne ce qui va se passer. Bien sûr, des fois il peut y avoir de la chance, des fois il peut ne pas y en avoir. Mais voilà, ça c'est avoir un esprit global de ce qui peut se passer en moyenne, en stade pur, quoi. Tout ça pour dire que la marche, ça le fait d'aller vite, ça nous permet de prendre moins de tirs vu qu'on met moins de temps d'aller au contact. Et bien dans le même esprit, il y a certaines armées qui vont avoir un tambour. Et donc du coup, on peut tambour pour réduire cette vitesse, qui se cumule en plus avec la marche. Donc tambour plus marche, on va doubler notre mouvement. Et donc là, vraiment, on va aller très très vite au contact de l'adversaire et le tir aura très peu d'impact. Et la dernière solution, là ça va dépendre de votre table de jeu, ça va être de jouer avec les décors pour éviter les lignes de tir sur vos figurines. Mais ça, vraiment, c'est quelque chose de très occasionnel et faut voir ça sur le pouce, quoi. Mais c'est quelque chose qui existe, donc autant le souligner. Donc maintenant qu'on a compris un peu le rôle des archers dans la phase d'approche, on va voir le rôle des archers, donc quand on a juste pris des archers et pas des archers lanciers, lors de la phase de corps à corps. Généralement, nos archers, quand on en a pris une petite quantité, on va les jouer de façon à mettre en place une concave. Donc là, vous voyez une photo qui apparaît de Dale qui a été joué sur un tournoi en Australie. Ça illustre totalement ce que je dis. C'est vraiment, on voit que là, l'armée des morts, elle est dans la panade, que Dale, grâce aux ses archers, a pu mettre la pression de l'armée des morts, les forcer à avancer, et en même temps, il a pris le temps de bien mettre sa concave en place. Et là, on voit que l'armée des morts, ça va être ultra compliqué de bien pouvoir prendre les combats et gagner la fight. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Une fois que ça s'est mis en place, les archers, surtout quand on joue du bien, on va pas pouvoir venir tirer dans les combats, faire ce genre de choses. Donc vraiment, là, notre rôle des archers, en fait, ils vont venir supporter notre phalange, éviter les débordements. Donc ils vont être là pour reboucher des trous, éviter que quand il y a une figurine qui va dépasser notre phalange, de pouvoir les contacter sur les flancs. Et généralement, on va les jouer plus sur les flancs pour venir prendre notre adversaire, soit l'englober lui, soit enlever des soutiens, soit empêcher nos troupes à nous de se faire encercler. Et quand on a du mal, là on a un peu plus de subtilité. On a 2-3 petites options qui s'offrent à nous et on va les voir de suite. La première option, qui est l'option la plus évidente, la plus facile à comprendre, c'est qu'en fait on va pouvoir tirer dans les combats. Ce qui fait qu'on a des combats qui vont être perdus d'avance. Donc par exemple, on prend une figurine telle que Aragorn qui va charger un gobelin, et on peut partir du principe que le gobelin va mourir. Et donc, une façon de pouvoir blesser notre Aragorn qu'on a envie de blesser, c'est juste de tirer dans le combat et d'espérer de blesser Aragorn avec tous nos tireurs. Donc ça, c'est quelque chose qui est faisable et qu'on peut prendre en compte pour essayer de blesser, par exemple, le point du général ou tuer un cheval d'un héros qui nous gêne ou tuer un héros qui nous gêne tout simplement. Le tuer ou le blesser. Après, la deuxième subtilité qu'on peut avoir avec cette force du mal, c'est qu'on peut aussi tuer notre propre figurine. Donc par exemple, on reprend notre cas où Aragorn a chargé un gobelin, et on sait que cet Aragorn peut faire un combat héroïque et venir attraper par exemple notre chaman qui est là pour nous booster nos petits gars parce qu'on est contre l'armée des morts, et qu'on a vraiment besoin de cette antiterreur sur nos gobelins, et là si on a vraiment un problème, on peut décider de tirer dans son combat, en espérant tuer notre propre gobelin pour éviter que Aragorn puisse faire un combat héroïque et du coup nous laisser un tour supplémentaire de répit pour gérer cet Aragorn. Parce que là, si on tue notre gobelin, qui est quelque chose de plus simple que de tuer Aragorn, Aragorn ne pourra pas faire de combat héroïque et il ne pourra pas venir sur notre chaman. Donc ça, c'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et vraiment, quand on est du mal, ça, c'est une grosse clé du mal. Mais en contrepartie de cette clé de pouvoir tirer sur ses propres combats et ses propres figurines, généralement, ils tirent moins bien et ils sont de moins bons tireurs. Donc en résumé, nos archers, une fois que les combats sont engagés, vont nous servir à éviter les débordements, à un petit peu déborder notre adversaire, à tenir nos objectifs toujours, et après, quand on est du mal, ils vont aussi nous permettre de un peu blesser un héros, lui enlever son canasson et le faire chier en tirant dans les combats, et aussi en tuant notre propre figurine pour éviter des petites actions très cool des héros adverses comme des combats héroïques sur nos combats. Maintenant, on va passer à certains héros tireurs. Donc je pense notamment à Legolas qu'on voit beaucoup. Je pense aussi à des héros comme Bard ou Vrasku qui ont plusieurs tirs. Ce genre de héros-là. Donc en fait, ce genre de héros, on va les prendre principalement pour deux raisons.
La première, pour renforcer cette force de tir, vu qu'il ne compte pas dans les 33%, c'est vraiment dans l'optique où on veut une domination du tir pour justement tout ce qu'on a vu avant, prendre l'initiative sur la phase d'approche. Ça, c'est la première raison pour qu'on prend des arcs sur des héros. Et la deuxième raison, c'est que ça nous ouvre des possibilités de sniping. Par exemple, un Legolas, il a son tir magique qui lui permet, en tant que du bien, de toujours tirer sur la cible qu'il souhaite, même si elle est engagée au combat, ce qui n'est pas possible en temps normal sur du bien. Ce qui va nous permettre, par exemple, de mettre une pression à de gros héros, par exemple Azog, en Légion légendaire. Et ça va nous permettre de lui tirer dessus à tous les tours avec notre Legolas, et à force, le blesser, et comme c'est le général, ça met une bonne pression à notre adversaire. Et en plus de ça, ça va nous permettre également de gérer les chevaux de nos adversaires. Donc par exemple, un héros qui est caché vraiment derrière tous ses rangs, par exemple un roi sorcier sur poney, sur cheval, s'il est caché derrière tous ses rangs, ça va être compliqué d'aller l'atteindre et de pouvoir lui mettre le coup. Mais avec des héros snipers comme peut être Legolas, ça va nous permettre de prendre ce point de cheval facilement, de arriver à toucher le cheval sur un de plus, de le blesser derrière, de mettre le roi sorcier à terre. Ce qui nous donne déjà un bon petit bonus pour commencer la partie. On voit aussi des héros comme les Veneurs du Roi qui vont un peu avoir le même rôle pendant la phase d'approche. Vraiment, là on est sur une optique de sniping. Et après, quand on cumule tout ça, donc si imaginez-vous une armée avec 3 Veneurs du Roi, un Legolas, et là pendant la phase d'approche, les héros adverses vont avoir peur de se prendre une balle perdue, une flèche perdue par tout ça, et justement de perdre des héros d'entrée de jeu de partie avant même que les combats commencent. Dans la même catégorie de ça, on peut rajouter tout ce qui est Black Dart, impact magique des sorciers. Vraiment, c'est une notion aussi à prendre en compte pendant la phase d'approche. Des figurines comme le Saruman, qui soit du bien ou du mal, avec son impact magique et son dé gratuit, c'est une notion en prise de distance, en combat de distance qui est à prendre en compte. Ça peut vraiment vous mettre mal et ça peut vous faire une domination sur cette phase d'approche. Par contre, des figurines comme le roi sorcier et son Black Dart, comme là il est payant et il n'est pas à tous les tours, ça va aussi fragiliser le roi sorcier, donc c'est aussi un effet qui se coule. Donc voilà, il faut prendre toutes les données en compte pour voir les forces de la phase d'approche, mais ça fait partie des figurines qui peuvent clairement faire du sniping, et je remets ça dans la même catégorie qu'un Legolas, qu'un Bard quand il fait une précision héroïque avec 6 points de puissance. Voilà, tout ça c'est des figurines qui peuvent aller chercher des points de vie sur des héros. Donc voilà, donc vraiment le sniping c'est quelque chose à prendre en compte quand on évalue notre force de tir. Par exemple, moi je joue un Gondor avec du 30 d'huile et du Rohan, je joue à 3 Veneurs Legolas pour reprendre l'exemple d'avant, j'ai 4 ou 5 Rangers, et à côté de ça, notre adversaire lui, il va jouer notre Horde Serpent qu'on a vu en pur, mais avec des Aradrim uniquement en archer, avec une vingtaine d'Aradrim en archer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en fait, quand on regarde les deux forces de tir, alors oui, il y en a une qui va demander de tuer des figurines, donc qui va vraiment tuer des figurines de la troupaille adverse, ça va être le côté mâle, la Horde Serpent, et de l'autre côté, on va avoir une force de sniping chirurgical qui va venir sniper Suladan, qui va venir sniper Raza, qui va venir sniper le traître, et en fait, ça va mettre une pression à notre adversaire, et du coup, il faut savoir en fonction du scénario lequel va dominer l'autre et lequel va devoir avancer et lequel va devoir réduire ou mettre cette pression adverse. Après, les deux peuvent penser qu'ils ont leur chance dans ces cas-là et les deux peuvent prendre leur chance de tir. Et là, ça va être à celui qui a mieux analysé en early et aussi celui qui va avoir un peu de chance. Mais globalement, cette analyse-là, elle est importante à prendre en compte. Les héros sniping vont aussi avoir un rôle important, même s'ils tuent moins de figurines au total, mais le fait de pouvoir faire des frappes chirurgicales, d'aller sniper avec les trois, le mec qui tient la bannière, à côté de la bannière, plus la bannière, va nous donner des points. Ça peut aussi aller sniper des héros qui n'ont pas forcément une grosse défense, comme une défense de 8 ou ce genre de choses. Ça, c'est des choses à comprendre et à prendre en compte aussi quand on analyse notre early party, notre phase d'approche, et pour savoir un peu qui va avoir cette domination et qui peut se permettre de prendre le temps de tirer. Maintenant, parlons un peu des actions héroïques liées au tir. Il y en a deux, il y a la précision et le tir héroïque. Donc la précision, c'est quelque chose d'assez facile à comprendre, ça nous permet de relancer notre edge de trajectoire. Donc au lieu d'avoir une chance sur 2, on passe à une chance sur 4 de rater notre test de trajectoire.
Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de basique. Ça nous permet d'aller faire du sniping un peu plus facilement avec toute l'armée. Ça nous permet d'aller choper par exemple la deuxième ligne pendant la phase d'approche si vraiment on en a besoin pour enlever les lanciers. Parce que par exemple ils ont pris des lanciers et des archers mais ils n'ont pas la domination du tir. Du coup ils ont une moins bonne défense, ils sont plus simples à toucher. Donc est-ce qu'on utilise un point de puissance pour aller plus facilement choper ces archers lanciers et les tuer parce qu'ils ont moins de défense et qu'ils sont plus simples à tuer? Et c'est quelque chose qui peut être envisageable. Par contre, la précision héroïque, et seulement quelques héros ont accès à cette précision, donc ça c'est à voir pendant la création de la liste d'armées, mais c'est toujours un petit truc cool à savoir et à pouvoir prendre en compte. La deuxième action héroïque, c'est le tir héroïque. Là, tout le monde y a accès, même si votre héros n'a pas d'arc, il peut faire un tir héroïque. Ça a l'avantage de vous faire tirer en premier. Donc quand on reparlait des duels de tir qui peuvent s'engager, quand on a par exemple notre équipe de sniping qui combat donc notre équipe avec le boost du traître, et Legolas par exemple peut faire un tir héroïque pour pouvoir se dire ok, moi je vais sniper le traître d'entrée de jeu, premier tour le traître est mort, du coup il fait le sniping avec ses 3 veneurs et lui, et ils vont tous tirer avec le tir héroïque, et ils vont tous tirer sur le traître pour le tuer, pour enlever le bonus. Donc ça c'est quelque chose qui peut être mis en place et qui est très utile. Moi je m'en souviens de ma partie donc l'année dernière à l'ORM qui était mon deuxième tournoi, et j'ai perdu une partie parce qu'en fait il a fait un tir héroïque, il était placé, il avait pensé à le faire lui dès le début pour jouer la duel de tir face à mon Dale, donc il jouait Bard, Legolas et du Lac-Ville, et moi j'y ai pas pensé parce qu'à l'époque j'étais encore débutant, et en fait, j'ai perdu mon Girion d'entrée de jeu et du coup, je pouvais plus jouer ce duel de tir. J'aurais pu l'anticiper en moi aussi faisant un tir héroïque, en mettant plus de monde et en cachant le Girion un peu plus, pour avoir plus de trajectoire. Mais lui, donc, il a fait les bons moves et il a permis de prendre le point du général directement. Et ça lui a mis une grosse avantage dans la partie. Sachant que j'étais quand même un petit peu caché, mais pas suffisamment. Et il a fait tir héroïque plus précision héroïque pour pouvoir mettre ce sniping en place avec Bard plus Legolas. Donc c'est aussi une action héroïque qui n'est pas à négliger. Pour résumer tout ce chapitre sur le tir, premièrement le tir a pour but de dominer la phase d'approche, de dicter cette phase d'approche toujours en fonction du scénario. Tous les scénarios ne sont pas optimales pour le tir, ça il faut le savoir, mais ça permet de dicter dans la majeure partie des cas la phase d'approche, c'est savoir où on va se battre, de se mettre en position le temps que notre adversaire approche et de mettre une pression à notre adversaire. Donc le tir, on a 3 façons de le jouer. Le jouer, pas de tir, on sait d'office qu'on va perdre la phase de tir et on va rentrer dans notre adversaire. Donc on va préférer privilégier des moyens de rusher notre adversaire et de se défendre face au tir plutôt que de avoir des moyens de gagner ce duel de tir. Donc on va aussi en mettre quelques-uns juste pour notre teneur d'objet qui fasse quelque chose. On va aussi avoir une deuxième façon, c'est là on fout plein parce qu'on veut dominer cette phase de tir et tirer comme un porc sur notre adversaire, le forçant à venir à nous et prendre les combats où on veut et prendre un avantage d'entrée de partie, ou quelque chose d'hybride, et là c'est de jouer un peu au poker en fonction de l'adversaire, en fonction du scénario, en fonction si on a les capacités ou pas de mettre suffisamment de dégâts pour mettre une pression à notre adversaire. Et après, on rajoute à ça des petites forces de sniping, comme peut être Legolas avec ses petits tricks de je touche la cible que j'ai envie, ou des figurines comme les Veneurs des Rois qui permettent de relancer les traits de trajectoire ou de blesser sur un 2+, enfin de passer les trajectoires sur un 2+, plus que blesser, ou des figues comme Nori qui blesse, Ori de la compagnie de Thorin qui blesse sur un 6+, automatiquement quand il touche et il ignore toutes les trajectoires. Enfin, voilà, il y a quelques petites figues comme ça qui nous permettent de jouer un peu plus sur du sniping, et c'est aussi quelque chose à prendre en compte sur la phase d'approche. Mais vraiment, tir égale phase d'approche. Au niveau des équipements, si on met 2 équipements à notre figurine, c'est 2 rôles différents, donc c'est aussi savoir faire ses choix, sans brouiller l'esprit là-dessus, donc il faut être clair là-dessus quand on fait nos choix, nos créations de liste. Et c'est aussi avoir un point un peu plus faible que le reste de l'armée dans la plupart des cas, vu que c'est un point où il n'y aura pas de bouclier. Ce qui veut dire pas de bouclier, veut aussi dire pas de défendre derrière son bouclier, qui peut être vraiment utile dans certains cas. Et pour recycler nos tireurs une fois que les engagements sont mis en place, soit on est du bien et du coup on va les envoyer au corps à corps généralement pour éviter les débordements ou faire du remplacement de certaines pertes qui sont importantes pour revenir protéger nos lanciers dans des cas où c'est important. Et dans l'autre solution quand on est du mal, c'est aussi de tirer dans nos propres combats pour faire chier les héros adverses, soit pour les blesser, soit pour tuer nos propres figues pour éviter
que nos propres figues en fait donnent un avantage au héros adverse via des combats héroïques ou ce genre de choses, sachant que notre figurine est déjà condamnée. Et merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!